Bonsoir, bienvenue au Café Labo. Alors, le Café Labo, c'est le moment convivial, mais aussi scientifique du laboratoire d'Osiris. Osiris, c'est une association gardoise, pleuséienne et roretaise maintenant, qui réunit plusieurs associations dans le médico-social et en protection d'enfance. 6 associations aujourd'hui. Et du coup, Osiris a souhaité faire de la recherche et en tout cas inciter les collaborateurs des associations à faire de la recherche pour mieux s'occuper des enfants et des majeurs handicapés. Donc, pourquoi ce sur ce sujet. Et donc ce soir, on s'est dit qu'on allait vous dire pourquoi c'est intéressant. On a 2 invités de prestige. Alors je vais commencer par Cassandre Béarand, qui est professeur émérite de l'Université de Montréal, et Jean-Martin Delaurier, qui est professeur de travail social à l'Université d'Ottawa. Et puis des acteurs-chercheurs qui vont prendre la parole successivement dans ce petit échange. Voilà, bienvenue et merci d'être avec nous, d'avoir traversé l'Atlantique pour travailler avec nous ce soir au Capitaine. Moi j'ai pris la chaloute, un peu paresseux. C'est une question qui est très intéressante. Donc, qu'est-ce que la recherche peut apporter à des institutions? Et puis, il m'apparaissait pertinent d'y répondre aussi en petit collectif. Et je trouve que le fait de répondre en petit collectif répond déjà une partie de la question. C'est que la recherche, notamment, peut créer des solidarités et être en lien entre acteurs dans des projets de recherche et de solidarité aussi. Puis, je dirais, avant aussi de répondre à la question, il y aurait une petite prémisse. Quelles sont les conditions gagnantes pour créer des projets de recherche? J'aurais tendance à utiliser la métaphore d'une histoire d'amour. Alors d'abord, faire les premiers pas, hein? Aller vers l'autre, sortir de nos milieux. Ça peut sembler simpliste, mais c'est un pas qui est pas toujours fait. C'est tentant de rester dans notre bureau, dans nos universités, tout comme dans les milieux de pratique aussi. Pourquoi se faire questionner par des chercheurs? Également, regarder aussi le passé de l'autre. Vérifier dans quelle approche on aime travailler. Est-ce que, comme institution, comme chercheur, chercheuse, est-ce que on s'adapte aussi aux autres. Et puis, du côté des institutions, ce que je trouve qui est important, c'est d'être en mesure aussi d'identifier ses besoins, demander aux chercheurs, voici, on a besoin de ça, on se pose ces questions-là, il y a tel défi qui se présente à nous, on a besoin d'aide par rapport à ça. Et en même temps, c'est un peu s'exposer. Encore là, j'aime bien la relation histoire d'amour, finalement, où il y a un risque de s'exposer en même temps. Il y a quelqu'un qui vient voir chez moi comment ça fonctionne. Et ça veut dire donc, de part et d'autre, d'être en discussion sur qu'est-ce qu'on découvre. Parce qu'à partir du moment où on établit un projet de recherche, on ne connaît pas les résultats à l'avance. Et ça demande beaucoup d'humilité, de modestie, parce que ce qu'on découvre à travers des entretiens, des données de recherche, on ne découvre pas nécessairement ce qu'on pense. Et ça demande beaucoup d'humilité de part et d'autre aussi, pour cultiver un doute, éviter les certitudes en disant « Ah oui, ça se comprend de telle ou telle façon ». Donc, de laisser aux a priori, faire preuve d'humilité face à nos repères, sur le plan administratif aussi. Donc, on peut avoir des façons de faire, comment aller au-delà de nos repères. La santé dans les services sociaux, les problèmes qui se posent sont complexes. Alors, de pouvoir obtenir plusieurs points de vue à la fois qui coexistent font partie des défis qui nous interpellent. Donc, le défi de co-construire les réalités, quel est l'état de la situation, quel est l'état des lieux, en discuter, et co-construire aussi les hypothèses de recherche et les objectifs de recherche ensemble. Parce que c'est tentant d'arriver comme chercheur, voici comment nous allons travailler, pour reprendre aussi une métaphore créée par mes collègues qui ont créé la formation pour être faite cette semaine. On peut arriver en colonisateur ou en explorateur. Alors, un explorateur, donc, c'est écouter ce que les gens ont à dire, leurs besoins, justement.
Et puis, donc, travailler ensemble à l'élaboration du projet. Donc, ça peut sembler simpliste, mais qu'est-ce qui fait que des institutions peuvent retirer des retombées des projets de recherche? C'est vraiment qu'ils soient co-construits. C'est un peu comme un couple d'amoureux qui décide d'un logement sans en discuter, qui démarre des rénovations sans discuter. Donc, co-construire un projet de recherche, c'est important. Et lorsque aussi on a à analyser des résultats de recherche, là aussi c'est important d'en discuter pour voir est-ce que ça a du sens, qu'est-ce qu'on a envie de changer ou pas par rapport à ça. Avant de céder la parole d'abord aux équipes d'intervenants qui ont vécu un projet de recherche et justement qui en ont identifié et retombé dans leur pratique, je serais tenté d'utiliser comme exemple les conférences midi que David Payan avait mis sur pied il y a quelques années. Je me souviens qu'on avait inauguré la formule. Ça fonctionne beaucoup au Québec comme modalité de formation continue. Ça va de soi d'apporter son dîner ou on dirait son goûter et d'écouter, de discuter entre chercheurs et intervenants. C'est entrer dans les mœurs. Donc, on pourrait dire que c'est une mauvaise idée. C'est-à-dire une bonne idée, mais qui n'a pas trouvé son pareil sur l'heure du dîner lorsqu'on a essayé. Alors, ça serait tentant de dire, c'est parce que les intervenants sont pas intéressés au savoir. Alors, plein d'autres hypothèses. Et ensuite est venue l'idée de l'apéro-conférence. Ça, Alors, ça, c'est pour le ticket. Et l'élément de l'apéro. Alors, ça serait facile d'avoir comme hypothèse, ben oui, c'est parce que les Français boivent trop et puis tout tourne autour. C'est encore là tout à fait faux comme a priori. Et là, ben, pourquoi pas essayer un café? Alors, on est encore en train d'explorer, mais c'est un exemple parmi d'autres où une formule éprouvée dans le domaine de la santé et des services sociaux peut fonctionner dans un lieu et ne pas être adaptée à un autre milieu. D'où l'importance, là aussi, pour qu'il y ait des retombées véritables des projets de recherche pour les institutions, de co-construire entre chercheurs et institutions, intervenants et gestionnaires pour que ça soit porteur de sens. Donc, que ça ait du sens. Ça m'apparaît parmi les éléments cruciaux pour qu'il y ait des retombées pour les institutions. Mais ce sens-là doit être trouvé avant. D'où mon introduction aussi. Parce que qu'est-ce que ça apporte aux institutions? C'est la dernière étape. Et pour que ça apporte quelque chose, il faut d'abord que ça ait été discuté. Comme un couple d'amoureux, justement, qui se disent, ah d'accord, on aménage ensemble, on fait faire des rénovations. Mais que si cette co-construction, cette planification n'a pas été discutée, n'a pas de sens, il y a moins de chances que, à la fin, que la co-construction donc soit l'entière satisfaction de tout le monde. Alors sur ce, je vais céder la parole à Eric et Cécile qui vont parler. Je vais me présenter d'abord. Alors, les retombées. Qu'est-ce que la recherche sur les retombées sur notre quotidien? Alors, avant de nous présenter, je souhaitais reprendre un petit peu cette notion de recherche, parce que dans la recherche, qui dit recherche, dit aussi formation. Et une chose qui a été très importante depuis un an, c'est il faut pas avoir peur de se déformer pour pouvoir se former. C'est quelque chose qui est très important. Bonjour, je suis Eric Keuchgarian, je suis coordinateur sur un service de la maison d'enfants Samuel Vincent. Et je vais surtout vous parler ce soir de ce que nous avons trouvé et de ce que nous avons réalisé dans la signification du donner le pouvoir d'agir aux familles. Qu'est-ce que ça veut dire donner le pouvoir d'agir aux familles? Alors nous avons beaucoup d'expérience, hein. J'ai un certain âge, j'ai des formations, des études, des expériences et toutes ces formations des fois nous confortent en nous disant que nous sommes des professionnels. Nous savons ce que les parents ont besoin. Nous allons leur dire ce qu'ils ont besoin pour aller mieux dans leur vie. Et
cet atelier de recherche, justement, a renversé toute cette façon d'appréhender ma relation avec les familles. Je ne suis pas le détenteur du savoir avec un grand S. Je suis là pour faire émerger des solutions par et au sein de la famille. Lors de cet atelier de recherche, plusieurs termes ont retenu toute mon attention. Les termes de co-construction, les termes de approche collaborative sont des termes qui ont eu le plus d'effet sur moi. Je donne un exemple, par exemple pour le projet personnalisé, le PPAP. Et illustre bien cette situation. Je suis le professionnel. Je vais leur dire ce que j'en pense et je vais leur dire ce que les parents ont besoin. Je sais quoi mettre dans le PPAP. Je vais arriver avec mes préconisations. Là, je crois que on est bien loin de la réalité et du travail mené et de cette recherche, parce que nous sommes là pour faire émerger, comme j'ai dit tout à l'heure, les demandes. Qu'est-ce que les parents ont besoin de travailler? De quoi sont-ils capables? Que peuvent-ils mettre en place? Oui, il y a des manquements éducatifs, ça c'est certain, on le sait. Mais il y a aussi des capacités, il y a aussi des qualités chez les parents. Et nous sommes là aussi pour faire émerger tout cela. Un autre terme aussi, l'écoute et la reformulation sont indispensables. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous voulez dire? Est-ce que vous avez dit ça, etc. pour reformuler et que les parents prennent conscience que ils ont un vocabulaire, ils ont les capacités, ils ont une technique. Ce sont aussi des techniciens, les parents. Nous sommes des techniciens, mais les parents, en quelque sorte, sont des techniciens. L'écoute active. J'écoute et j'utilise les propos des familles en positivant et en valorisant. Oui, je vous félicite. Bravo. Vous pouvez être fiers de vous. Je nomme aussi mes ressentis. Nous sommes des éducateurs et des fois nous sommes formatés, comme je dis tout à l'heure, nous savons ce qu'il faut faire, etc. Mais on a peur de parler de nos ressentis. Quand j'aurais pu dire à une personne, je vous trouve bien rigide. Et ça peut justement fermer la discussion. Mais lorsque l'on dit, je dirais que je ressens de la rigidité chez une personne, là je parle de mes ressentis. On ne peut pas juger sur mes ressentis. J'ai pas un doigt accusateur sur la personne, mais on ne peut pas juger sur ce que je ressens. Après, ça ouvre la discussion. On peut discuter avec un père ou une famille qui peut être rigide. Ouvrir mon spectre, mon champ de vision. Ne pas rester focus sur un problème. Au lieu de catégoriser la personne, mais chercher des solutions par les parents. Ouvrir mon champ de vision, pardon. Qui dans la famille, dans les voisins, dans l'entourage, veut aider la famille à trouver une solution. Sortir des sentiers battus. Ce qui a été important pour moi, c'est la notion d'égal à égal. Alors c'est compliqué, hein, nous sommes des professionnels, il y a les familles, et certaines fois on dit voilà, on va leur dire ce qu'ils ont besoin, etc. Mais les familles aussi ont besoin de nous, comme nous avons besoin des familles. Alors, plusieurs fois, je dis aux familles, j'ai pas de baguette magique. Sans vous, je ne peux pas travailler. J'ai besoin de vous pour travailler. Sans vous, je suis qu'un éducateur. Mais j'ai besoin de vous, j'ai besoin de savoir ce que vous voulez mettre en place, de quoi vous êtes capable, qu'est-ce que vous voulez travailler. Le rythme. Nous sommes dans un établissement avec des missions, avec un cadre judiciaire, voilà. Pardon. Et bien souvent, le rythme des familles est complètement différent. Nous faisons un PPAP, première évaluation, le premier mois, le sixième mois, au bout d'un an. Mais les familles, est-ce qu'elles sont prêtes à entendre ça? Est-ce qu'elles sont prêtes de les mettre dans des petites boîtes et de répondre au bout d'un an, il faut que le PPAP soit validé, etc. Tout ça. C'est compliqué pour les parents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte à cœur maintenant, et je fais vraiment attention. Oui, comme je dis, on a un temps imparti pour chaque famille, pour chaque situation, mais donnez le temps au temps. Dans mes 25 ans d'expérience professionnelle, j'ai accumulé du savoir-faire. Mais le savoir-être est très très important aussi. Savoir écouter, comprendre, accepter sans jugement, prendre le temps, et toujours dans l'optique de donner le pouvoir d'agir aux familles. Éducation spécialisée, je travaille dans un service d'AEMO
Donc dès le début de la recherche d'accent, j'ai été surprise d'observer des changements dans la posture professionnelle. Je pensais pas que cette recherche aurait une incidence si rapide sur mes propres pratiques. Les nombreuses lectures et d'échanges que nous avons avec Eric et Jean-Martin, et surtout des entretiens, puisqu'on les met de l'entretien avec les professionnels, qui sont experts dans justement l'intervention pour développer le pouvoir d'agir, ont favorisé ma réflexion sur mes propres interventions avec les familles que j'accompagne. Et cela agit comme de la formation en continu. Ça, c'est vraiment la première chose dont je peux témoigner. Mais par exemple, j'ai pu me rendre compte avec la recherche lors de mes entretiens avec les familles. Je me focalisais sur un coin précis de ce que m'expliquait mon interlocuteur et je faisais moi-même ma propre grille de lecture. Je m'en rendais pas compte avant, c'est en faisant tous ces entretiens que je me suis rendu compte que c'était pas facile de le faire. Et surtout, j'ai constaté que j'écoutais tout en cherchant des arguments pour convaincre et éventuellement faire changer mon interlocuteur d'avis. C'est pas des choses que j'avais pas pu les identifier avant. Voilà. Et d'entendre, de savoir, ce professionnel expert qui nous explique comment faire, ça m'a permis d'essayer n'écouter que ce que la personne allait dire. Donc ça change beaucoup de choses. Et ça, c'est pas qu'avec les familles, c'est que du coup, on peut le transposer, je le fais aussi avec d'autres professionnels et avec les autres, avec mes collègues de travail. Voilà. Ça c'est quand même assez, enfin, pour moi, c'est méchant. Donc, auparavant, je parvenais pas à faire le projet de personnalisé de l'enfant. Pour moi, c'était un document administratif, ça n'avait aucun sens. Vraiment, il y avait l'obligation de le faire, je peux saler, mais c'est vraiment un papier. Et là, dès le début de cette recherche-action, je me suis rendu compte que c'était un véritable outil, parce que c'était vraiment le seul moment où finalement vous pouvez dire à la personne, dites-moi vous, qu'est-ce que vous constatez, qu'est-ce que vous souhaitez modifier et comment vous allez le mettre en œuvre. Enfin, c'était donc non, on dit à quoi ça sert. Oui, ça a du sens. Il peut réellement, je trouve que c'est fort. Moi, si on me demandait d'identifier l'outil là qui développe le pouvoir d'agir, je dirais que c'est ça. Alors que c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire avant. Et maintenant, je me dis, moi j'ai un outil, parce que là je les écoute et c'est eux qui me proposent. J'ai aussi appris que le meilleur de l'expert est la personne elle-même. De lui donner cette place permet à mon interlocuteur de gagner en confiance. Ça, je me suis rendu compte que je vais écouter ce qu'il dit et je vois bien quand même. Au début du milieu, c'est le hasard, ça se passe bien avec les familles, il y a moins de tension, il y a moins de violence. Bon, là, c'est comme dire un empoigné. Non, je pense que quand même mon attitude a changé. Enfin, je ne peux plus penser que c'est le hasard. Alors, quand nous avons débuté la recherche, j'avais le sentiment que les personnes savaient, mais qu'elles ne savaient pas ce qu'elles savaient. Donc ça, c'était un petit peu confus, mais c'était quand même quelque chose que je présentais, m'exprimer comme ça. Et moi, je parvenais pas à les convaincre qu'elles savaient. Désormais, c'est un postulat de départ. Ils sont réellement les plus experts de la situation de leur famille, parce qu'on parle quand même de leur famille. Cela m'a permis aussi de diminuer le sentiment d'épuisement que je pouvais auparavant parfois ressentir dans l'intervention. Donc ça aussi, c'est une bonne. Et je constate la baisse de la possibilité chez les familles et chez les adolescents auprès desquels j'interviens. Si d'abord, ça va, c'est le hasard. Voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est que j'en suis, en tout cas, par rapport à mes retombées professionnelles. C'est vrai. Isabelle Monteux, éducatrice spécialisée à l'association Samuel Vincent, puisque aujourd'hui j'interviens au niveau de l'AMEX, au niveau prévention aussi. Alors je vais faire peut-être un porte-parole aussi de mes deux collègues, puisque Mélanie et Mégaline ne peuvent pas être là ce soir. Alors, cette expérience qui a duré 3 ans pour nous,
qui a été très riche, autant sur le plan, on va dire, humain, que ce que ça a pu nous amener aussi sur le plan professionnel. Déjà, la recherche. Alors on a un peu peur de se mettre à la recherche, parce que c'est un mot qui fait peur. Et moi, dans nos connaissances, ça m'a fait peur, vos recherches. Je dis, qu'est-ce qu'il y a dessous? Est-ce que je vais être capable de pouvoir aussi me lancer dans cette expérience? Et puis, bon, on se lance, on rencontre d'autres professionnels où on a le même, effectivement, sujet, parce que ça aussi, c'est important de pouvoir se retrouver et arriver à trouver un sujet commun pour pouvoir travailler ensemble. Donc, on était trois sur des secteurs différents. Magali, plus effectivement dans la prévention, Mélanie sur le CPRJL, et donc moi au niveau de l'association de Saint-Vincent. Beaucoup d'échanges, de réflexions. Et puis, effectivement, agir pour le pouvoir d'agir. Effectivement, on a commencé par là. Alors, du point de vue des professionnels, sur les relations avec les familles, c'était notre sujet. Dans le premier temps, ça a été pour comment, effectivement, interpeller nos collègues de boulot, puisqu'on a eu besoin de leur réflexion par rapport au questionnaire. Déjà là, ça a permis, je pense, de pouvoir se poser en équipe, parce que moi, je suis allée voir mon équipe les uns après les autres, et se dire, bon, voilà, pour une première réflexion qui s'est mise en place, analyser ce qu'on faisait aussi, et se dire, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir peut-être mettre en place aussi, d'autres outils, pour pouvoir avancer dans dans ce point de vue, et surtout se dire, voilà, on a besoin d'outils, autres que ce qu'on a aujourd'hui, pour pouvoir continuer à mettre en, oui, la place des familles, là doit être, effectivement. Cette recherche, après, ça a amené, je crois, à chacune aussi la possibilité de dire ce qu'on faisait sur le terrain. Parce qu'on le vit, mais on a peu de place pour pouvoir en parler de notre travail, de comment, effectivement, on vit les choses. Ça a été très important. Ça a été, je crois que toutes les trois, on a vécu ça. Et puis après, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a permis aussi d'avancer et de vouloir travailler autrement, cette relation avec les parents, les familles. Jean-Martin a la possibilité de nous enrichir encore. Moi, voilà. Je sais que c'est un sujet qui me plaît beaucoup, donc il m'alimente au niveau de tout ce qu'il peut m'envoyer, documents, réflexions. Et moi, aujourd'hui, j'ai la possibilité de travailler autrement, puisque j'interviens sur le plan prévention, au niveau de l'accompagnement des violences des familles, mais côté prévention et non protection de l'enfance. Donc je trouve que ça m'a enrichi, ça m'a donné confiance aussi, cette recherche, dans ce que je suis aujourd'hui en tant que professionnelle, en me disant effectivement, voilà, oui, tu l'as dit, je vais le dire, 38 ans d'expérience. Comment ça Ça commence un peu à faire, mais voilà, cette envie de pouvoir continuer à avancer, à s'enrichir, parce que on a des acquis, mais il faut pas s'asseoir dessus, quoi. Il faut continuer à évoluer, et à tout âge on peut le faire. Et c'est vrai que faire de la recherche, c'est même mieux qu'une formation, moi je dirais. Parce que une formation, c'est guidé, hein, voilà. Que là, on va chercher ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin aussi, et ce qui va pouvoir nous amener pour aller plus loin. Donc la recherche, c'est effectivement, alors, c'est du temps. Ça, faut pas se le mentir. Du temps personnel aussi. Ça prend beaucoup de temps, mais ça vaut le coup. Et bon. Peut-être que je réponds mal, et puis on se faisait la réflexion, bon sang, qu'est-ce que c'est quand des familles voient débarquer chez eux des intervenants, alors que là, les enjeux sont beaucoup plus élevés, on n'est pas égaux devant la loi dans les rôles. Alors, donc, si on vit ça en collègue, quand on se questionne ensemble, imaginez l'impact qu'on peut avoir sur les familles selon l'approche qu'on a. Ça, et surtout aussi notre jargon professionnel. Aussi. Le choix des mots. Le choix des mots. On s'en rend bien compte, effectivement, et ça, on l'a vécu à travers nos collègues, où nous, on formulait notre questionnaire et on s'est fort retrouvés dans l'incapacité ou dans
être difficile de répondre à nos attentes. Et on se dit, mais effectivement, les parents, mais de quelle façon ils peuvent le vivre aussi. Donc je crois que tout ça, effectivement, ça permet de se remettre en question sur notre façon de s'exprimer, de laisser la place, effectivement, pouvoir d'agir, c'est hyper important. Et de leur donner cette facilité de pouvoir être acteur aussi de leur vie, en fait, et de leur avenir, quoi. Ouais. Donc c'est Je trouve ça très touchant, inspirant de vous entendre. Puis ça illustre bien aussi que la recherche doit sortir des universités. À partir au milieu aussi, comme on l'a construit ensemble, justement. Et ce n'est pas réservé aux chevaux de falunettes. On ne théorise pas pendant des heures, bien que c'est une possibilité, mais ça peut très bien s'incarner dans un ressenti, dans une approche réflexive aussi. Un regard sur soi différent, sur les personnes qu'on accompagne, avec beaucoup d'humilité, justement, ce que je trouve remarquable chez mes collègues de recherche, justement, cette humilité, cette recherche aussi dans la posture, de renouveler dans les bonnes pratiques. Donc, c'est un exemple de dimension, de résultat. Il y a une autre dimension sur le plan de l'organisation des services. Et comme gestionnaire, le rôle crucial que vous avez, alors c'est vraiment intéressant justement d'avoir des gestionnaires ici. Et j'avais proposé à David Taillant, qui fait partie justement des pionniers les créations d'Osiris avec ses collègues, de dire un petit mot à ce sujet-là. Qu'est-ce que, donc, la recherche peut apporter avec l'institution d'un point de vue d'anticipateur? Si Jonathan, dans DIPR, je suis le directeur général de l'association Samuel Vincent. On se bagarre depuis pas mal de temps pour faire visiter ce labo, avec sous les follets, Jean-Philippe, Florent, et les trois associations qui nous ont rejoints. Donc il y en a une notamment, je vais en parler, parce que c'est important, le joueur, je dis interprète d'école, un gros joueur de l'agence, c'est l'IFMI. On se bagarre pour faire visiter ce labo, parce qu'effectivement, on a cette intuition que c'est crucial, c'est pas une gadget, c'est crucial de faire vivre des espaces de recherche au sein des équipes de pratique. Et c'est vrai que moi j'aime bien cette idée de chambre de recouvrement, c'est-à-dire que avoir sur un espace, sur une institution, des cultures qui sont un peu différentes, qui s'hybrident. Ceux qui travaillent, qui ont notre proximité, les chercheurs, ceux qui ont une méthodologie de recherche, et ceux qui ont la responsabilité d'apprendre. Je crois que ces trois cultures là, peut-être c'est intéressant, je crois, de les brasser, et c'est un peu l'intuition pour moi sur le labo. Les enjeux ils sont multiples pour moi. On en a un, je pense, qui est sur nos relations aux gens qui financent. Je pense qu'il faut qu'on sorte, qu'on dépasse les débats idéologiques quand on est pris en charge. Voilà, je pense qu'on est trop souvent soumis à des idéologiques, à des idéologues qui vivent. Il faut moins de collectif, il faut plus de collectif, il faut faire plus, il faut être plus sévère avec les jeunes, il faut moins sévère avec les jeunes à adhérer. Mais je pense que la recherche doit nous aider à structurer des éléments de solidité, de connaissances qui vont permettre demain de peut-être dépasser ces débats qui ont de lourdes conséquences, et l'avenir, en tout cas, tel que je le vois, il n'est pas forcément très rassurant sur l'argent qu'on va mettre dans le politique sociale et sur la protection de l'enfant. Donc, se doter de savoir qui soit plus structuré, peut-être plus scientifique entre guillemets, ça me paraît être un enjeu important. Il y a un élément qui est important aussi, je crois, mais qui est une des conditions, je pense, c'est le lien qu'il y a entre l'engagement des professionnels de terrain sur le labo, sur les pratiques de recherche, et le positionnement des équipes de cadres, de gestionnaires. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit fonctionner ensemble. On peut pas avoir des injonctions auprès des équipes de travail de proximité sur des façons de collaborer avec les familles si on n'a pas un modèle collaboratif, je pense, sur les modes d'organisation et de management. Je crois que c'est pas possible. Voilà. On ne peut pas avoir un modèle très pyramidal d'un côté avec des souhaits de participation. Je pense que c'est compliqué. Tu l'as montré, Jean-Martin, il me semble, dans l'étude que tu as fait, la recherche que tu as fait sur l'implantation du modèle avec l'équipe de concertation, avec les équipes de COST. Je pense que ça a sorti cet aspect-là. Et les éducateurs qui l'ont mis en disant c'est important pour nous de sentir que les directions, les chefs de service sont engagés aussi sur des modèles qui sont promus.
rapidement, je pense qu'un des enjeux aussi, c'est pour évaluer ce qu'on fait. Voilà, ça c'est très important. On dépense beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi sur, on a que des enfants qui ont des difficultés familiales. L'objectif majeur, en tout cas, c'est celui qui nous est proposé, c'est que ces enfants retournent en famille. On n'a pas d'évaluation. Voilà, on ne sait pas combien d'enfants retournent. On ne sait pas si le fait d'avoir été placé très jeune, ça a un effet. Le fait d'avoir placé trop plus tard, ça a un effet. Le fait d'être placé plutôt dans un collectif, ça a un effet. Le fait d'être placé plutôt en famille d'accueil, le fait d'avoir fait 10 lieux de placement, quel effet ça a. Et là, je pense que la recherche, moi, j'ai eu la chance de participer à une étude sur le devenir des jeunes placés, et JEP, l'étude menée par l'équipe de l'ENAP de Martin Goyette quand j'étais à Montréal, et je trouve qu'il y a des résultats là-dedans qui sont venus éclairer des choses que je savais. Je veux dire, la sous-scolarisation des jeunes placés, je le savais comme professionnel. Mais là, les chiffres, ils ont un impact. Parce que c'était 4 fois moins que les jeunes issus des classes les plus défavorisées. Et ça a eu un effet, donc pour moi, en professionnel, ça a eu un effet sur le milieu on va dire pratique, mais ça a eu un effet sur la société au Québec. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de parole publique autour de ces résultats, et ça a eu vraiment un effet de plaidoyer, en tout cas un effet de quelque chose qui a été entendu. Et voilà, donc moi je crois que c'est important effectivement que on puisse faire émerger cette nouvelle identité d'acteur-chercheur. Voilà, ça m'intéresse de les suivre, de les écouter, de voir, et c'est assez édifiant. Enfin, ça vachement bien vos témoignages, parce que dire comme ça que votre pratique a évolué sur un an, c'est un peu les idées qu'on a entre nous sur les effets que ça a, mais là c'est assez spectaculaire. Je sais qu'on a parlé beaucoup aussi avec Isabelle, Gali, Eric un peu moins, mais je guette ça, ces impacts sur les pratiques des acteurs-chercheurs, donc c'est vraiment sur le temps. Et sur les conditions, je pense, de la réussite, alors je pense qu'il faut, alors je l'ai dit, le lien entre les gestionnaires, les cadres et les chercheurs, en tout cas le cadre qu'on veut mettre en place, la participation des gens concernés, ça c'est essentiel, à la fois les professionnels mais les jeunes. Avec Jeff, on avait un comité de jeunes ex-placés qui est venu apporter son regard, cette expérience-là. Je pense qu'on peut pas continuer à vouloir faire évoluer les dispositifs si on n'a pas écouté, entendu dans toute sa dimension. Il y a de la violence aussi à écouter les jeunes ex-placés, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a aussi de la joie. Et il faut, je pense, si on veut vraiment faire une recherche qui a du sens, il faut qu'il soit intégré dans le dispositif. Je crois que c'est impossible de faire autrement. Il faut dans chaque projet de recherche, des gens directement concernés. Et puis effectivement, je pense que c'est important d'avoir des chercheurs qui nous suivent. Je remercie Alix et Jean-Martin qui dans des conditions où on a fermé d'être là, ils donnent aussi de leur temps. Ils sont engagés quelque part là-dessus. Et l'IFME, l'arrivée de l'IFME avec Luc, bien sûr, mais ça aussi c'est important. Je crois que c'est très important dans l'évolution du labo, l'IFME, parce que il y a cette compétence, cette technicité qui va nous aider, et d'avoir en tête qu'on va travailler aussi sur des rapprochements entre ceux qui apprennent le métier et puis qui le pratiquent. Je pense que ça va dans le bon sens. La participation, le lien, l'implantation dans les milieux de pratique, voilà, ça me paraît aujourd'hui très positif pour nous. Qu'est-ce que j'avais envie de dire de plus? Favoriser, pousser à l'expérimentation et à la possibilité des professionnels d'inventer des choses et de savoir qu'on a des méthodes qui vont permettre de modéliser. Voilà, c'est intéressant. Il y avait ça qui était là dans cette équipe, dans ce contexte-là. Est-ce qu'on peut le modéliser, est-ce qu'on peut en sortir des éléments qu'on va pouvoir ensuite diffuser ou pas? Voilà, avec toujours la volonté de pas imposer des modèles, mais plutôt d'en extraire des idées, ça me paraît tout à fait pertinent. Voilà un petit peu ce que j'avais entraîné sur notre classe. Encourager les intervenants, les professionnels à se renouveler et aussi agir sur le plan des structures des services que les intervenants ne peuvent pas nécessairement faire. Si on pense juste justement à la sortie à 18 ans d'un jeune qui se retrouve laissé à lui-même, c'est grâce à des gestionnaires qui disent non, on va trouver le fond de favoriser une transition graduellement. Comme intervenant, on peut pas décider
d'un changement de structure de service. Et c'est un exemple parmi d'autres où l'appui est très important de la part des gestionnaires et puis effectivement de créer aussi cette alliance recherche-terrain à partir de pratiques existantes ailleurs sur le plan de l'organisation des services. Comment on structure des services, qu'est-ce qui semble plus efficace. Une autre dimension, donc, à la question qu'est-ce que la recherche peut apporter à des institutions, c'est aussi accompagner l'ensemble des dimensions d'une institution à avancer et à faire valoir. Je dirais même aussi créer des solidarités pour faire valoir des secteurs d'activité pour qu'ils soient mieux connus, mieux compris et puis seulement mieux revendiqués, un peu dans le sens de ce que ça me dit David, à travers les travaux de Claire Chamberlain, justement, qui s'est consacré pendant tellement d'années à accompagner les institutions aussi dans leur ensemble. Et donc, c'est un autre niveau de retombées je trouve que c'est magique que tu y sois pour pouvoir parler donc d'un autre, je dirais, une autre dimension de retombées possible de la recherche. Je vais reprendre l'idée, je vais faire du pouce avec ce que tu as dit, chercheur-acteur. Moi, je pense que, dans ma vie, dans le cycle de beaucoup de mes collègues, on est effectivement des chercheurs-acteurs. Pourquoi? Parce que on fait pas que chercher, on essaie de trouver. Puis on essaie de trouver et chercher avec nos collègues intervenants, familles et enfants. Parce que la façon dont on travaille implique aussi les acteurs familiaux et les enfants, même quand ils sont très jeunes. Alors, j'ai identifié 3 moments clés dans ma vie personnelle, professionnelle, où j'ai eu une forte interaction entre des résultats de recherche et le développement d'innovation auquel j'ai participé. Premier moment, ça va répondre à Geneviève, sachez. J'ai des profs, quand je commençais à enseigner à l'école de travail social à l'Université de Montréal en 1980. Et en 82, j'ai commencé à participer à une recherche, la première enquête épidémiologique sur le signalement à Montréal, c'est-à-dire la question qu'on se posait, est-ce qu'on peut prédire les caractéristiques de voisinage où il y a plus ou moins de signalement? Alors, on a j'ai dit les signalements entre les premiers 2 et les premiers 4 pour arriver à un modèle de prédiction où il y avait 5 facteurs qui expliquaient énormément la probabilité qu'on retrouve un signalement dans un quartier donné. Vous appelez ça les quartiers prioritaires. D'accord? Les 5 facteurs, je les nomme. Et je pense que ça doit assez ressembler à ce que vous avez ici. Faible revenu, monoparentalité, sous-scolarisation des femmes, âge à la naissance du premier enfant, jeune âge à la naissance du premier enfant, et finalement, grande mobilité résidentielle, c'est-à-dire des déménagements. Ça ressemble-tu pas mal à ce que vous avez ici? C'est pas. Alors, moi, à chaque fois, ça me fait des effets. Je regardais les résultats statistiques, puis j'avais vraiment beaucoup de peine. Et j'aimais beaucoup l'idée de la prévention. Alors, avec 3 autres femmes psychologues féministes, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut aller travailler en amont pour que les petites filles à l'âge de 17-18 ans, qui n'ont pas d'autre modèle que la maternité, et l'exposition à des violences conjugales, à des relations toxiques, ferment leur et toute la question de quel genre d'identité se développe. Et ça nous a amené à développer une ressource qu'on appelait les sciences fines. Et les sciences fines, ça va en 87. Et j'ai été encore avec ma petite fille il y a 2 semaines. Qui va avoir 10 ans. C'est pour les petites filles de 9 à 12 ans, et maintenant, on va jusqu'à l'école secondaire. Ça s'est développé, on va dire qu'il y a des libérateurs. Et on fait. Alors, on n'était pas psychologue, mais on a décidé de faire les sciences. Et on a combiné les sciences avec ce qu'on appelle tout le développement des compétences de base qui rendent un caractère solide. Quelles sont ces 4 caractéristiques? C'est la persévérance, le délai du renforcement de la patience, la résolution de problèmes et la curiosité. Et on a croisé ces compétences-là et on l'associe avec une activité scientifique dans un domaine donné. Ça peut être la chimie, la physique, les mathématiques, l'ingénierie. Et chaque activité poursuit un objectif de compétence
avec un domaine scientifique de nous. Et c'est ce qui a fait, donc, je sais pas si vous voyez un peu lié avec la recherche qui a donné naissance à ça, mais c'est l'idée de développer des forces, des filles fortes, et d'avoir un parcours qui peut anticiper, qui va être différent des modèles auxquels elles sont exposées. C'est ça l'idée de base. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je dis juste l'interaction qu'il y a entre un résultat de recherche puis une innovation. Et on était 4 femmes, comme je dis, et ça existe encore, puis ça s'est super développé, mais ça, tu peux me poser des questions si ça les intéresse après. La deuxième recherche, on est maintenant dans les années 90. Je co-dirige un gros projet où on analyse, à l'époque, la prévention, je m'intéressais beaucoup à la prévention et promotion dans les services sociaux, et c'était beaucoup lié à tout le vocabulaire médical. La prévention, c'était essentiellement envahi par tout et moi, je voulais dans les services sociaux, qu'on s'approprie ce champ de pratique-là et qu'on essaie d'identifier mais qu'est-ce que ça veut dire faire de la prévention dans le domaine social. Et donc, on a identifié 307 projets à travers tout le Québec, plus 12 projets pour lesquels les gens n'avaient pas pensé nommer ça par la prévention, mais c'était beaucoup des projets en économie sociale. Parce qu'on se disait, c'est sous-visibilisé quand on travaille sur les conditions de vie des familles, des gens, qu'on fait de la prévention. Alors, on a fait cette analyse-là des programmes et on a identifié que si vous êtes dans un milieu dit institutionnel, chez nous, institutionnel, ça veut dire que c'est des intervenants qui sont employés de l'État. On va faire protection de la jeunesse, c'est des intervenants, on en a en prévention. Les projets visaient essentiellement beaucoup les compétences individuelles et un peu le soutien social. Donc, les micros, onto-micro, si y en a qui connaissent un peu l'écosystème de Brunfenner. On a aussi analysé des projets qui venaient des groupes communautaires, associatifs, ça serait pas mal. Et là, on faisait pas que de la compétence individuelle, on dépassait ça, on a des milieux de vie, l'entraide. Il y avait comme un champ d'action qui dépassait juste la cible individuelle. Et finalement, quand on a analysé nos cas, en plus en profondeur d'économie sociale, là, on touchait le logement, on touchait le revenu, on touchait la discrimination, on touchait des facteurs plus macro, sociétaux, sociologiques. Et ça a l'air de rien. Et moi, je me disais, en fait, ça prend de tout ça. Ça prend à tous les niveaux systémiques. On ne peut pas faire un choix, on ne peut pas faire l'économie de là. Quand on est dans des situations de grande complexité, on a besoin de réponses complexes. Tu sais, devant des situations complexes, proposer de la simplicité, c'est Trump. Et c'est pas nous autres. Alors, ça a donné lieu à une deuxième innovation qui a ouvert ses portes en 2000. Ça, par exemple, à ce moment-là, déjà, là, on était plus juste 4 personnes, on était 17 organisations. En prévention, promotion, protection, logement social, crèche. Alors, on a installé, dans le centre-sud, ça c'est un quartier prioritaire, quartier défavorisé. On a construit une base 6, 30 logements sociaux, les femmes paient un quart de nos revenus. Il y a un logement qui est très chouette, salubre, avec un aspect communautaire, une crèche à côté, des enfants sont priorisés, un suivi individuel en insertion sociale et professionnelle, c'est pour les femmes de notre quarantaine avec des enfants de bas âge. Si j'ai redit, c'était notre capacité les familles qu'on faisait. Et beaucoup l'insertion communautaire. Donc, on a touché justement tous les couches systémiques. Et c'était compliqué à faire. Je peux vous dire, ça a été très compliqué. On allait jusqu'à avoir à contaminer des terrains avant de construire, plein d'obstacles. Mais c'est ça aussi, les difficultés quand quand on a la complexité, il y a des défis à relever. Donc, ça, c'est le deuxième projet qui est né de deuxième projet. Et le troisième, est-ce que tout le monde sera à la fondation bon ici? Non, on commence à donner. Là, je l'ai laissé sur un punch. Mais bon.
c'est que le troisième projet, ça vient de mon expérience. J'ai aidé le Centre Jeunesse de Montréal, qui est le plus grand organisme de protection pour l'enfance du Québec, à obtenir en 1995 son statut universitaire. Donc, j'étais pérénité par mon université pour aider le Centre Jeunesse à développer la recherche de type universitaire. Et donc, ils ont obtenu leur statut universitaire en 96, et moi, je suis restée jusqu'en 2001. Donc, c'est évidemment ce laps de temps-là, vous pouvez comprendre que j'en ai vécu de toutes les couleurs, de mettre en place une programmation de recherche qui va continuer à être financée par les bailleurs de fonds avec tous les critères que ça prend quand on est universitaire, mais en même temps que cette recherche-là soit collaborative, qu'elle pose des questions qui ont du sens pour les intervenants. Je vous écoutais, puis c'était comme de la musique à mes oreilles. C'est qui fasse vraiment faire en sorte qu'on améliore les pratiques, qu'on comprenne bien c'est quoi les bonnes questions, puis qu'on soit ensemble. Et on avait, j'avais un vis-à-vis, qui était le partenaire de Centre Jeunesse, et à un moment donné, on nous a demandé de nous décrire, on fêtait les 20 ans de l'institut universitaire, et puis on avait décidé, Pierre et moi, de prendre les métaphores du couple pour décrire toutes les étapes qu'on avait vécues pendant ces 6 ans et demi-là, de la lune de miel au conflit conjugal. Francis, c'est ça, hein? C'est parce que c'est deux cultures qui se rencontrent, et toute la question de la communication, du respect, de l'écoute, et puis et ça, moi, ça m'a beaucoup transformé, je peux vous dire. Mais la raison pour laquelle cette expérience-là m'a amené à travailler le dernier projet de Macabéa. Daniel, je me représentais Daniel, qui est avec moi de 2003 sur ce projet-là. Et quand j'ai quitté, j'étais fâchée. J'ai eu une très belle expérience, et j'étais fâchée par les pratiques. Je trouvais que les relations entre les familles, les intervenants étaient adversariales, plus que amicales, du moins. Je trouvais qu'on se centrait beaucoup sur la sécurité de l'enfant. Moi, je suis psychologue au développement des enfants. La sécurité, c'est une dimension. Les enfants ont besoin d'avoir des amis. Ils ont besoin, les parents vous savez, il y a des besoins beaucoup plus larges que la stricte sécurité. Donc, c'est là que je me suis mis à explorer des modèles d'intervention, des repères, et on a été chercher sur le Royaume-Uni un modèle qu'on a adapté à la sauce québécoise très fortement, à la sauce québécoise, pour développer ce qu'on appelle l'action intersectorielle pour le développement des enfants et leur sécurité. C'est pour ça qu'on est ici, Dominique et moi. C'est qu'on fait une formation de 3 jours aux pratiques. Et ce qui est important, puis là, ce qui a été très important, puis Daniel peut en témoigner, si tu as envie d'ajouter quelque chose, Daniel, c'est comment cette pratique-là, on avait des repères conceptuels, on avait des outils qu'on a traduits, on a développé des milliers d'outils. Ça s'est développé, ça a été du co-développement. Il y a des affaires qui sont passées, qui continuent de se passer. On est dans 14 régions administratives sur 23 au Québec. C'est très vivant. Et des choses maintenant, on a un groupe d'innovation avec toutes sortes de monde qui est de partout au Québec. Puis on est là, nous autres, Daniel et moi, puis on écoute ce que les gens nous racontent, puis on n'en vient pas parce que sinon, puis je veux dire, ils n'ont plus besoin de nous autres, là. Ils sont parce que eux s'adaptent à leur réalité familiale, et puis ils développent, ils bricolent des choses. Mais une fois que ça c'est vraiment l'interaction puis la richesse de voir que on peut insuffler quelque chose, mais on sait comment ça commence, mais on sait pas comment ça finit. C'est ça la beauté d'une innovation. C'est toujours un développement. Et voilà, c'est bon. Recherche sur le plan des pratiques de façon très intime comme professionnelle, sur le plan de la façon de fonctionner comme équipe, les trajectoires des organismes aussi, des institutions. Puis la question des relations vient beaucoup aussi, intervenants avec les familles, les administrateurs avec les intervenants et des administrateurs avec leurs bailleurs de fonds aussi. Et la question des relations chercheurs-institutions sont cruciales, basées sur donc il y a aussi une collégialité.
Également aussi, de ce qu'on peut retenir, il peut y avoir des répercussions sur différents niveaux aussi. Alors là, des pratiques jusque dans la façon de fonctionner et également sur différentes dimensions des populations qu'on souhaitait. Donc, il y a une richesse de possibilités, de défis, de projets et de types de retombées aussi. Je trouve qu'on a bien entendu des illustrations complètes de toutes ces dimensions-là qui sont possibles à explorer. Alors, merci beaucoup. Et puis, on peut poursuivre la discussion. Justement, si vous voulez aussi réfléchir. C'est bien, non?